Merci beaucoup, merci professeur Clerc et bonjour à tous. Évidemment, je suis un des derniers speakers, donc félicitations à ceux qui tiennent le coup et qui sont encore là. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être à Lausanne, surtout avec ce temps magnifique. Vraiment un plaisir d'être ici et merci vraiment à la Haute École pédagogique pour m'avoir invité et pour avoir invité différents points de vue, des points de vue souvent différents, même opposés, sur cette question qui est compliquée, qui est complexe. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de la question des réfugiés palestiniens en contextualisant la géopolitique et en donnant une perspective historique. Et peut-être en commençant par le fait que lorsque l'on parle de réfugiés palestiniens, on utilise une terminologie européenne du XXe siècle, finalement. Parce que sous l'Empire ottoman, le Proche-Orient était évidemment contrôlé par les Turcs et en termes d'entité administrative était divisé dans ce qui s'appelait à l'époque des Sandjaks. Vous aviez le Sandjak de Jérusalem, le Sandjak de Damas, le Sandjak de Beyrouth, etc. Et ce sont les Français et les Britanniques qui ont imposé de nouvelles frontières au Proche-Orient après la Première Guerre mondiale. D'abord en se divisant la région sur un morceau de papier entre Sykes et Picot en 1916, pour se diviser la région entre une région française ou sous domination française et une région sous domination britannique. Et puis finalement, la Société des Nations a plus ou moins entériné ce partage franco-britannique avec d'importantes différences, comme vous le savez, avec, finalement, en créant de nouvelles entités politiques, le mandat sur la Syrie et le Liban pour les Français, les mandats d'Irak et de Palestine pour les Britanniques, mais c'était des entités politiques nouvelles. Et comme vous le voyez d'ailleurs, les frontières sont complètement arbitraires, droites, tirées à la main, à la française, comme en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Mais tout cela était des entités nouvelles. Et ces entités ne constituaient pas des États-nations, contrairement à ce qu'il fut le cas en Europe à la place de l'Empire austro-hongrois. Les mandats étaient des ensembles de groupes ethniques et religieux disparates et n'étaient pas cohérents. Vous aviez des chrétiens maronites, des musulmans sunnites, des musulmans chiites dans le nouveau mandat du Liban. Vous aviez des Arabes, des Druzes, des Juifs, des Bédouins dans le nouveau mandat Palestine en anglais. Mais ces mandats n'ont pas créé de peuple irakien, de peuple syrien, de peuple libanais ou de peuple palestinien. Et donc, ce n'est pas un hasard si l'Irak et la Syrie, par exemple, ont implosé depuis la guerre d'Irak en 2003 et le printemps arabe de 2012, ont implosé sous le poids de guerres civiles entre chiites, sunnites, kurdes, etc. Et je rappelle tout cela parce que les mots ont une importance. Et évidemment, les Britanniques et les Français, ces deux langues étant des langues partiellement latines, reprirent le terme latin Palestina, qui est le terme que les Romains avaient imposé à la province de Judée, Judéa en latin, après l'écrasement de la révolte de Bar Korba par les Romains en l'an 135 de notre ère. C'est pour ça que c'est Palestine en anglais, Palestine en français, mais dans d'autres langues, par exemple en norvégien, les Norvégiens disent Jodland, le pays des Juifs. Et même en arabe, c'est un des paradoxes de l'histoire, étant donné qu'il n'y a pas de P en arabe, les Arabes ont repris le terme européen Palestine, mais en arabe c'est Philistine, parce qu'il n'y a pas de P en arabe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, ces mandats étaient à terme censés créer des États indépendants, mais, comme je l'ai dit, ça n'étaient pas des États-nations, ce n'étaient pas des entités cohérentes, et évidemment, les différentes populations, déjà à l'époque, se disputaient
la future domination de ce qui devait être de futurs pays indépendants. Alors c'était le cas au Liban, entre les chiites, les sunnites et les maronites. C'était le cas en Palestine britannique, entre juifs et arabes, etc. Et à la lumière de ce conflit, le gouvernement britannique propose pour la première fois, comme vous le voyez sur la carte de gauche, un plan de partage. Le plan de la commission Peel en 1937, où l'État juif devait être ce petit morceau de terrain beige en haut, l'État arabe, et c'était la terminologie de la commission Peel, État juif, État arabe, en violet, et en vert, c'était censé rester sous souveraineté britannique. L'Assemblée générale des Nations unies reprend la même idée 10 ans plus tard avec son plan de partage en 1947, et de nouveau, elle utilise la même terminologie, État juif et État arabe. C'était la terminologie de l'époque. Le plan de partage de 1947 fut accepté par le leadership juif de Palestine britannique et rejeté par le leadership arabe. Si le plan de partage avait été accepté par les deux parties, il n'y aurait pas eu de réfugiés. Il n'y aurait pas eu de réfugiés. Ce fut le cas, par exemple, dans le sous-continent indien. Une autre colonie britannique qui fut également partagée entre deux États, un État hindou, l'Inde, et un État musulman, le Pakistan. À l'époque, c'était le même pays, Pakistan oriental et Pakistan occidental. Il y avait beaucoup d'opposants à la partition dans le sous-continent indien. Gandhi lui-même s'y opposait. Mais elle fut agréée. Et bien qu'elle fût agréée, il y eut, après la partition, un phénomène énorme de réfugiés, ou plus exactement de personnes déplacées. Je préciserai bientôt la différence entre ces termes. D'après les estimations, à peu près 7 millions d'hindous qui ont quitté les deux Pakistans vers l'Inde et 7 millions de musulmans qui ont quitté l'Inde vers les deux Pakistans. 14 millions. En 1971, sécession entre le Pakistan oriental et occidental. Le Pakistan oriental devient le Bangladesh. 10 millions de personnes déplacées. Donc 25 millions en tout. Vous voyez ? C'était la norme après la Deuxième Guerre mondiale dans le monde. On est en Suisse. La Suisse, c'est un exemple extraordinaire d'un pays paisible. Mais la vérité, c'est que la plupart des pays dans le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas été créés de façon paisible, surtout en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Nous sommes à Lausanne. Eh bien, le traité de Lausanne évoque quoi ? La détermination en 1923 des frontières définitives de la Turquie. Et le traité de Lausanne, entre autres, incluait des échanges de population ou des réfugiés en 1923, 1,6 million de Grecs expulsés de Turquie et 400 000 musulmans expulsés de Grèce. 2 millions en tout. Ça a été signé à Lausanne. Ça, c'était en 1923. La liste continue. J'ai parlé de contextualisation géopolitique. Plus de 12 millions d'Allemands expulsés d'Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale, après que Staline ait changé les frontières de la Pologne avec l'accord tacite de Roosevelt. 1,5 million de Polonais expulsés d'Ukraine et de Biélorussie. Quelques 300 000 Italiens expulsés de Yougoslavie. En tout et pour tout, il y avait dans le monde au début des années 50 plusieurs dizaines de millions de réfugiés. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir le problème des réfugiés du conflit israélo-arabe de 1948, qui n'est pas isolé. J'ai parlé de contextualisation, il n'est pas isolé. Comme dans le cas de la partition de l'Inde en 1947, il y eut après la partition de facto de la Palestine britannique, un double problème de réfugiés, à l'échelle locale et à l'échelle régionale, puisque contrairement à l'Inde, la partition qui a été proposée par l'ONU, et je dis bien proposée, parce que contrairement à un mythe répandu, la décision de l'ONU de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947
n'a pas créé aucun État du monde. L'ONU n'a pas le pouvoir de créer des États. C'était une recommandation. Les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas exécutoires en droit international. Et cette proposition, cette suggestion de l'ONU en 1947, étant donné qu'elle a de toute façon été rejetée par la partie arabe, est devenue lettre morte. Il y a eu une partition de facto suite à la guerre israélo-arabe de 1948, sauf que les frontières de facto d'Israël après les accords d'armistice de 1949 sont différentes de celles qui furent proposées par l'ONU en 1947. Donc ça n'a pas été une partition agréée, ça a été une partition de facto. Et comme dans le cas de la partition de l'Inde, il y a eu un double problème de réfugiés. À l'échelle locale, par exemple, il y a eu des réfugiés arabes, certains ayant quitté, d'autres expulsés de ce qui est devenu Israël, mais également les Juifs ont été expulsés des parties de l'ancien mandat britannique qui sont devenus la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ils ont été expulsés. De la même manière que les Arabes quittèrent Lod, les villes de Lod et Safed, par exemple, qui devinrent israéliennes, eh bien, les Juifs durent abandonner le village de Kfar Darom après sa conquête par l'Égypte et le village de Kfar Etzion après sa conquête par la Jordanie. Et les habitants de Kfar Etzion furent tous massacrés. Mais il y eut également un double phénomène de réfugiés à l'échelle régionale. En tout et pour tout, à peu près 700 000 réfugiés et personnes déplacées du côté arabe, et environ 800 000 réfugiés et personnes déplacées du côté juif, expulsés des pays arabes, sans leurs biens à la suite de l'indépendance d'Israël et des guerres israélo-arabes. Vous remarquerez que j'utilise à la fois les termes réfugiés et personnes déplacées. En anglais, internally displaced persons. La distinction est importante. Il s'agit de deux catégories différentes. C'est une distinction que fait la Convention de l'ONU sur les réfugiés qui fut adoptée en 1951. Un réfugié, d'après l'ONU, est quelqu'un qui a été contraint de quitter son pays et qui est devenu apatride. Une personne déplacée, en revanche, a été contrainte de quitter sa maison, mais pas de franchir les frontières de son propre pays. Cela signifie que les quelques 15 millions d'hindous et de musulmans qui quittèrent leur village après la partition du sous-continent indien n'étaient pas des réfugiés, mais des personnes déplacées, car ils migrèrent à l'intérieur des frontières de l'Inde britannique. Il en va de même pour la majorité des réfugiés arabes palestiniens de 1948. Seul un tiers d'entre eux quitta les frontières de la Palestine britannique pour le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Les 2 tiers quittèrent leur village, mais restèrent dans les frontières de la Palestine britannique, dans ce qui devint la Cisjordanie et la bande de Gaza en 1949. Autrement dit, il y eut en 1948 du côté arabe palestinien environ 250 000 réfugiés et environ 450 000 personnes déplacées. Donc il est inexact de parler de 700 000 réfugiés arabes palestiniens en 1948, et ce, d'après la définition de l'ONU. Les circonstances et les causes de ce double problème de réfugiés, de ce double problème de personnes déplacées, fait évidemment l'objet d'un débat entre historiens, comme vous avez pu le constater lors de ces 2 journées de séminaire. Mais les faits connus et documentés s'imposent à tous, quelles que soient les différences de sensibilité. Et c'est un fait que, comme je l'ai dit, le plan de partage de l'ONU en 1947 fut accepté par l'agence juive et rejeté par la Ligue arabe. Si la Ligue arabe n'avait pas rejeté le plan de partage et n'avait pas déclenché la guerre contre Israël, il n'y aurait pas eu de réfugiés. Il y aurait eu quelques transferts de population, et donc des personnes déplacées, entre l'État juif et l'État arabe, prévus par l'ONU, mais il n'y aurait pas eu de réfugiés. C'est également un fait qu'aucun juif ne put rester comme minorité du côté des lignes arabes, des lignes d'armistice de 1949. C'est-à-dire
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Vous voyez ici à gauche la différence entre les lignes d'armistice de 1949 et les lignes proposées par l'ONU en 1947. Tous les Juifs furent chassés de la bande de Gaza et de ce qui devint la Cisjordanie, qui fut annexée par la Jordanie. En revanche, quelques 150 000 Arabes restèrent du côté israélien et devinrent citoyens d'Israël. La population arabe d'Israël aujourd'hui est de 1,8 million de personnes, soit 20% de la population d'Israël. Ce n'est pas le cas du côté arabe, évidemment. Donc les réfugiés arabes palestiniens de 1948 et les personnes déplacées auraient pu être intégrés dans leur pays d'accueil respectif, puisque rien ne différenciait les réfugiés de la population locale en termes d'ethnie, de langue, de religion. Prenez la frontière entre la Jordanie et la Palestine britannique. Elle a été tracée au crayon par Winston Churchill en 1922 pour donner un royaume au prince Abdallah. Est-ce que ce trait au crayon par Winston Churchill dans un hôtel a créé deux peuples des deux côtés de cette ligne? Non. C'était une ligne artificielle. Il n'y avait aucun problème techniquement pour que les réfugiés soient intégrés en Jordanie. La Jordanie, qui a annexé en 1950 ce territoire, d'ailleurs c'est pour ça qu'en français on continue d'appeler ça la Cisjordanie, parce que c'est comme ça qu'elle appela ce territoire. En anglais on dit West Bank, mais en français jusqu'à aujourd'hui c'est Cisjordanie. Pourquoi? Parce que la Transjordanie annexa ce territoire qu'elle appela Cisjordanie. Et la plupart des réfugiés palestiniens, des personnes déplacées de cette nouvelle Cisjordanie, obtinrent la citoyenneté jordanienne et pouvaient voter au Parlement jordanien. Donc seule la Jordanie intégra, en tout cas de façon partielle, les personnes déplacées de 1948, même si elle ne démantela pas les camps de réfugiés. En revanche, le Liban, la Syrie, l'Égypte ont maintenu jusqu'à aujourd'hui les camps de réfugiés sans leur accorder de citoyenneté et en bloquant leur accès à la propriété foncière et à la plupart des professions. Alors, la question des réfugiés a été évidemment évoquée lors des négociations de paix entre Israël et les pays arabes après les accords d'armistice de 1949, et les pays arabes exigeaient qu'Israël reprenne les quelques 700 000 réfugiés et personnes déplacées du conflit de 1948. Israël, à l'époque, accepta d'en reprendre 100 000, parce que la population d'Israël, à l'époque, était à peu près de 870 000, dont une minorité arabe de 150 000. Et si Israël avait réintégré 700 000 réfugiés, eh bien, les Juifs seraient devenus une minorité de 45% dans leur propre pays. Donc Israël aurait cessé d'être un État-nation. Et the whole point du plan de partage, c'était de créer deux États-nations. Et ce, alors même que les pays arabes, les Arabes, eux, jouissaient de leur indépendance nationale dans plusieurs pays du Proche-Orient, dont la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, etc. Mais est-ce qu'Israël avait légalement l'obligation de réintégrer ces réfugiés? Eh bien, l'ONU s'est prononcée sur cette question le 11 décembre 1948 avec la résolution 194 de l'Assemblée générale. Les pays arabes et les Palestiniens affirment que cette résolution accorde aux Palestiniens et à leurs descendants un droit au retour en Israël, et pas seulement en Cisjordanie et à Gaza. En réalité, cette résolution 194 n'accorde pas un tel droit, ni sur le fond, ni sur la forme. Sur la forme, il s'agit d'une résolution de l'Assemblée générale. Donc, une pure recommandation qui n'est pas contraignante en droit international. Donc, on va commencer par ça. Elle n'est pas contraignante. Assemblée générale, ce sont des recommandations. Point à la ligne. Sur le fond, que dit la résolution 194? Eh bien, voilà ce que dit l'article 11. On va le lire ensemble pour savoir exactement de quoi on parle. Je cite. L'Assemblée générale décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. Et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité,
cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. Fin de citation. Alors que dit ce texte? 4 choses. Premièrement, le texte fait référence aux réfugiés eux-mêmes, pas à leurs descendants, on va en parler bientôt. Deuxièmement, le texte lie le retour des réfugiés à leur volonté, je cite de nouveau, de vivre en paix avec leurs voisins, c'est-à-dire à une condition sur laquelle on est en droit d'être dubitatif. Troisièmement, la solution alternative au retour est le paiement d'indemnités. Quatrièmement, les indemnités doivent être payées, je cite de nouveau, par les gouvernements et autorités responsables. Or, les gouvernements et autorités responsables de la guerre de 1948 et donc du phénomène des réfugiés, ce sont les gouvernements arabes et la Ligue arabe. Et donc, la résolution 194 établit également une commission de réconciliation pour la Palestine pour trouver une solution pacifique au conflit entre Israël et les pays arabes. En août 1949, cette commission créa elle-même une sous-commission qu'elle nomma, je cite, « Mission économique des Nations Unies pour le Proche-Orient ». Cette sous-commission était dirigée par Gordon Clapp, qui était l'ancien président de la Tennessee Valley Authority. Après s'être rendu au Proche-Orient, et après avoir étudié de près la question des réfugiés, Gordon Clapp conclut que le retour était irréaliste et qu'il fallait par conséquent investir dans la compensation et dans la réintégration des réfugiés arabes palestiniens. Or, les pays arabes acceptèrent l'aide économique proposée par Clapp, mais ils rejetèrent la contrepartie de cette aide économique, à savoir l'intégration des réfugiés arabes palestiniens dans leur pays d'accueil. Alors Clapp, à l'époque, n'insista pas sur l'intégration parce qu'il pensait que cette intégration finirait par avoir lieu d'elle-même grâce à l'aide économique. Maintenant, la sous-commission présidée par Clapp décida de créer une agence pour coordonner l'aide économique destinée à la compensation et à l'intégration des réfugiés arabes palestiniens. Cette agence était censée être temporaire et ne durer qu'un an ou deux, écoutez bien. Mais les pays arabes exigèrent d'ajouter au statut de cette agence une option de reconduite sur décision de l'Assemblée générale, et ça fait maintenant 70 ans que cette reconduite a lieu tous les ans de cette agence qui devait exister un an. Cette agence, évidemment, c'est l'UNRWA, ou sous son nom complet, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Maintenant, contrairement à l'UNRWA, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou UNHCR, ne fut pas conçu comme une agence temporaire. Le Haut Commissariat pour les réfugiés fut créé en décembre 1950, soit un an exactement après la création de l'UNRWA, pour gérer le phénomène mondial des réfugiés. Comme je l'ai dit, il y en avait plusieurs dizaines de millions à l'époque. Maintenant, évidemment, dès l'établissement du Haut Commissariat, l'UNRWA aurait dû être dissoute et la responsabilité pour les réfugiés arabes palestiniens aurait dû être transférée au Haut Commissariat. Après tout, l'UNRWA fut établie de façon temporaire, uniquement pour coordonner pendant un an ou deux la distribution de l'aide économique aux réfugiés arabes palestiniens. Le Haut Commissariat, en revanche, fut conçu comme une structure permanente pour venir en aide à tous les réfugiés à travers le monde et pour les intégrer dans leur pays d'accueil. Et c'est précisément parce que les pays arabes ne voulaient pas entendre parler d'intégration, intégration des réfugiés arabes palestiniens, qu'ils exigèrent de les exclure de la juridiction du Haut Commissariat. Les représentants égyptiens et saoudiens à l'ONU expliquèrent de façon très claire et explicite leur opposition à l'abolition de l'UNRWA après l'établissement du Haut Commissariat, à savoir, étant donné que le but du Haut Commissariat est d'intégrer les réfugiés dans leur pays d'accueil, eh bien les pays arabes ne voulaient pas que cette politique s'applique aux réfugiés arabes palestiniens, tout simplement. Et en effet, cela eût constitué une renonciation à ce fameux droit du retour
dont le but déclaré est de mettre fin à l'existence d'Israël comme État-nation. Effectivement, la politique du Haut-Commissariat est d'intégrer les réfugiés dans leur pays d'accueil, et ce, conformément à la Convention de l'ONU de 1951. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, 70 ans plus tard, avec une situation inédite. Il y a à l'ONU 2 agences pour les réfugiés. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés, qui est responsable de tous les réfugiés au monde, sauf des réfugiés palestiniens, et l'UNRWA, qui est responsable uniquement des réfugiés palestiniens. Seuls les réfugiés palestiniens jouissent d'un tel traitement de faveur, alors même qu'ils ne représentent qu'une fraction du nombre de réfugiés au monde. Il n'y a aucun équivalent de cela à l'ONU. Le seul équivalent auquel on pourrait comparer, ce serait l'agence qui avait été créée pour les Coréens par l'ONU au moment de la guerre de Corée, entre 1950 et 1953. Ça s'appelait l'UNCROA, United Nations Korean Reconstruction Agency. Mais figurez-vous que cette agence a été démantelée après avoir rempli son rôle, en 1958, après avoir rempli son rôle d'intégration des réfugiés coréens suite à la guerre de Corée. Et évidemment, en 1958, les États-Unis ont dit si on a démantelé l'UNCROA, il est temps de démanteler l'UNRWA et de transférer le sort des réfugiés palestiniens au Haut-Commissariat. Mais évidemment, là, en 1958, il y a eu une levée de bouclier des pays arabes qui disposaient déjà, à cette époque, d'une coalition influente à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc seule l'UNRWA, 70 ans plus tard, continue d'exister aux côtés du Haut-Commissariat. Et donc, comme je l'ai dit, il s'agit bien d'un cas unique et sans équivalent dans l'histoire des Nations unies. Mais ce qui est unique et sans équivalent dans l'histoire des Nations unies, c'est également cette exigence palestinienne d'un droit au retour en Israël, pas seulement en Cisjordanie à Gaza, en Israël. Aucune population de réfugiés au monde ne présente une telle exigence. Une exigence qui est d'ailleurs sans fondement en droit international, comme je l'ai démontré en analysant la résolution 194 de l'ONU. Le seul autre exemple d'une telle exigence complètement irréaliste dans le passé fut celle des Allemands expulsés d'Europe centrale après la Seconde Guerre mondiale. Eux aussi, à l'époque, parlaient d'un droit au retour en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie. Il y avait même un terme pour cela, Heimkehr en allemand. Mais évidemment, les dirigeants allemands de l'époque s'accordaient sur le fait que cette exigence était farfelue et irréaliste et qu'il était impossible de revenir à une époque révolue et que le Heimkehr ne ferait que réparer une injustice en créant une autre. Et effectivement, cette idée de Heimkehr finit par s'évaporer au début des années 1960. Donc les réfugiés arabes palestiniens restent bien les seuls au monde, et je dis bien au monde, à parler de retour 70 ans plus tard en Israël elle-même. Mais ils sont également les seuls à transférer ce droit, entre guillemets, j'insiste entre guillemets, de génération en génération, et de façon automatique. Cette hérédité du statut des réfugiés palestiniens, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle a été décrétée de façon unilatérale par l'UNRWA, tout simplement, et elle ne découle pas ni du droit international, ni d'une décision de l'ONU. En 1954, l'UNRWA décida de recenser les enfants de réfugiés de 1948 pour qu'ils puissent également bénéficier de l'aide économique de l'agence. Or, comme je l'ai dit, la décision 194 fait référence aux réfugiés et pas à leurs descendants. L'ONU n'a jamais déclaré que le statut de réfugié est transmis automatiquement de génération en génération. Cette pratique de l'UNRWA, qui n'est pas celle du Haut-Commissariat pour les réfugiés, explique pourquoi le nombre de réfugiés palestiniens augmente de façon exponentielle depuis 1947. D'après l'UNRWA, ils sont aujourd'hui 5 millions. Comment est-ce qu'on est passé de 700 000 à 5 millions ? Eh bien, tout simplement en appliquant de façon automatique le statut à tous les descendants des réfugiés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en revanche, ne partage pas cette pratique. La différence fondamentale entre le Haut-Commissariat et l'UNRWA, c'est d'abord que le Haut-Commissariat, lui, œuvre pour l'intégration des réfugiés. Mais surtout, le Haut-Commissariat n'applique pas de façon automatique
le statut de réfugié aux descendants. Il ne le fait qu'uniquement après vérification. Et par ailleurs, le Haut-Commissariat, lui, respecte la Convention de l'ONU sur les réfugiés, à savoir les gens qui ont une citoyenneté ne sont pas réfugiés. Pour l'UNRWA, tout le monde est réfugié. Les citoyens jordaniens ou canadiens, les personnes déplacées et leurs descendants, et le statut passe automatiquement de génération en génération. Ça n'est pas la pratique du Haut-Commissariat, et cela n'est pas le produit d'une décision quelconque de l'ONU. Et donc, il n'y a pas 5 millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui dans le monde. C'est un mythe et c'est une imposture. En 1948, comme je l'ai dit, il y eut environ 250 000 réfugiés palestiniens et quelques 450 000 personnes déplacées. Le statut de réfugié ne se transmet pas de façon automatique de génération en génération, et certainement pas aux détenteurs d'une citoyenneté, d'un passeport. Et le droit international ne reconnaît pas un quelconque droit au retour après 70 années à un État-nation souverain. Et donc, il s'agit là, jusqu'à aujourd'hui, ce mythe, d'un des obstacles fondamentaux à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Et d'ailleurs, si vous regardez les négociations qui ont lieu entre Israël et l'autorité palestinienne, vous avez une conférence là-dessus tout à l'heure, depuis les accords d'Oslo, cela a toujours capoté sur la question des réfugiés. Lors des négociations de Camp David en juillet 2000, lors des paramètres de Bill Clinton, pourquoi est-ce que Arafat a rejeté les paramètres de Bill Clinton, qui établissait un État palestinien sur 95% de la Cisjordanie et 100% de la bande de Gaza? Les réfugiés. Il a dit je ne peux pas abandonner le droit au retour, et il voulait dire par là en Israël. Or, encore une fois, la solution de deux États, by definition, est incompatible avec ce droit au retour. C'est soit l'un, soit l'autre. Même chose lorsque le Premier ministre israélien Ehud Olmert, en 1948, a proposé à Mahmoud Abbas un État palestinien sur la totalité de la Cisjordanie avec des échanges territoriaux. Abbas, de nouveau, dit « je ne peux pas abandonner le droit au retour ». Il a dit « je peux le renoncer pour moi, mais pas pour les autres ». Et même chose lorsque Abbas a rejeté le plan de paix de John Kerry et de Barack Obama en février 2014. Encore une fois, la question des réfugiés. En novembre 2007, lors des négociations d'Annapolis entre Israël et l'autorité palestinienne, la délégation palestinienne aux négociations d'Annapolis annonça qu'elle refuserait de reconnaître Israël comme État juif parce qu'une telle reconnaissance équivaudrait, je cite, à une renonciation au droit au retour. En novembre 2012, Mahmoud Abbas déclare, je cite, que personne ne peut abandonner le droit au retour des Palestiniens. Donc les choses sont claires. Les choses sont très claires. Et il ne s'agit pas uniquement de déclarations de dirigeants palestiniens, mais également lorsqu'on regarde les sondages, il y en a plusieurs. Si je vous donne par exemple celui qui a été fait par le International Crisis Group en 2014, au sein de la population palestinienne, eh bien, d'après ce sondage, la majorité des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza s'opposent à tout accord de paix qui n'inclurait pas le droit au retour des réfugiés et de leurs descendants en Israël elle-même. Donc je pense, pour conclure, que personne ne rend un service aux Palestiniens et à la cause de la paix en entretenant ce mythe, qui est, à mon sens, l'ultime obstacle d'un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, comme cela fut confirmé lors des négociations de Camp David en 2000, lors des négociations d'Annapolis en 2008 et lors des négociations de John Kerry en 2013 et en 2014. Et je pense également qu'il est à la fois cynique et inhumain de garder des réfugiés, des personnes déplacées dans des camps de réfugiés après 3 générations, et de leur faire croire qu'un jour ils reviendront à Haïfa, à Jaffa, etc. Déjà en 1952, Sir Alexander Galloway, qui était à l'époque le directeur de l'UNRWA en Jordanie, déclarait ceci: « Il est parfaitement clair que les pays arabes ne veulent pas résoudre le problème des réfugiés arabes. Ils veulent le préserver comme une plaie ouverte, comme un affront aux États-Unis, aux Nations Unies, et comme une arme contre Israël.
les dirigeants arabes se moquent éperdument du sort des réfugiés. Fin de citation. Malheureusement, cela reste vrai aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, la partition de la Palestine britannique proposée par l'ONU en 1947 fut rejetée par la Ligue arabe. Mais cette partition eut lieu de facto entre un État juif et un État arabe, mais pas exactement entre un État juif et un État arabe, puisque la Cisjordanie s'empara de la rive occidentale du Jourdain et que l'Égypte s'empara de ce qui devint la bande de Gaza. Et pendant 18 années consécutives, entre 1949 et 1967, lorsque l'Égypte contrôlait la bande de Gaza et lorsque la Jordanie contrôlait la Cisjordanie, ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni la Ligue arabe, ni la communauté internationale, d'abord ne parlaient à l'époque de créer un État palestinien, mais n'ont pas essayé de résoudre le problème des réfugiés dans le territoire qui était censé devenir un État arabe d'après le plan de partage de l'ONU. Et donc j'insiste sur ce point parce que la solution de 2 États au conflit israélo-palestinien est censée également résoudre le problème des réfugiés. Dans le cadre d'un tel modèle, d'une telle solution, chaque État-nation, l'État juif et l'État arabe, appliquera son propre droit au retour dans ses propres frontières, celui des Juifs en Israël et celui des Arabes palestiniens dans l'État palestinien, mais pas dans l'autre État. Et comme je l'ai expliqué, rien n'a été fait pour intégrer et réhabiliter en Cisjordanie et dans la bande de Gaza entre 1949 et 1967 les Arabes palestiniens déplacés de 1948. Et depuis l'établissement de l'autorité palestinienne en 1995, rien n'a été fait non plus pour mettre fin au statut de réfugiés des personnes déplacées de 1948. Vous avez aujourd'hui 2 gouvernements, le gouvernement de l'OLP à Ramallah, le gouvernement du Hamas à Gaza, qui gardent les personnes déplacées de 1948 et leurs descendants dans des camps de réfugiés. Pourquoi ? Et donc, je dis cela parce que lorsque l'on parle de résoudre le problème des réfugiés dans le cadre d'une solution de 2 États, encore faudrait-il que ce problème commence à être résolu de façon partielle dans le cadre des accords d'Oslo, chose que l'autorité palestinienne n'a pas fait depuis 1995. Et bien entendu, au problème des réfugiés palestiniens s'ajoute aujourd'hui celui des réfugiés syriens. D'après l'ONU, la guerre civile en Syrie a fait 5 millions de réfugiés et 6 millions de personnes déplacées. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y a aujourd'hui dans le monde 65,6 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Évidemment, ce problème global ne sera pas résolu en appliquant un soi-disant droit au retour irréaliste à ces 65 millions de réfugiés et de personnes déplacées et à leurs descendants, mais en investissant à leur intégration progressive dans les pays d'accueil. Cela vaut également pour les réfugiés, pour les personnes déplacées du conflit de 1948 entre Israël et les pays arabes, tant pour les réfugiés arabes que pour les réfugiés juifs. Et je vous rappelle que lors des négociations de Camp David, il y a eu des discussions pour créer un fonds international pour compenser les descendants des réfugiés arabes et les descendants des réfugiés juifs qui perdirent leurs biens et leurs propriétés après avoir été exclus ou après avoir quitté leur pays. Mais si un tel fonds est créé un jour, il faudra qu'il soit lié à une véritable intégration pour qu'on ne retombe pas dans le piège de l'UNRWA en 1949 qui a finalement financé la perpétuation et l'aggravation même du problème des réfugiés palestiniens depuis 70 ans. Donc pour conclure, j'ai laissé suffisamment de temps pour les questions. Comme je dis toujours, chacun a un droit, évidemment, à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Et ce que j'essaie de faire, c'est de présenter certains faits qui sont souvent occultés. J'espère que cette contextualisation géopolitique et que cette perspective historique ont contribué à votre compréhension du problème. Et j'espère aussi, peut-être plus encore, qu'un jour, les Israéliens et les Palestiniens vivront en paix, mais on ne contribue pas à la paix en encourageant la victimisation et en alimentant les mythes
et les illusions. Je vous remercie et je prendrai maintenant vos questions.